Nous recevons Jocelyne Poitvin. Vous êtes maire de Douarnenez. Vous avez été réélue. Vous êtes également vice-présidente du conseil départemental du Finistère, d'hiver droite. Et vous avez une délégation sur l'action sociale. L'action sociale, c'est bien de le préciser. Cécile Baudouin, vous êtes à la France Insoumise. Tout à fait. Vous êtes maintenant dans le groupe d'opposition qui réunit combien de conseillers sur l'ensemble des conseillers municipaux ? Il y a 4 conseillers et conseillères à Brest Insoumise sur les 11 que compte l'opposition désormais. Voilà, 11 sur combien de conseillers municipaux au total ? 55. 55. Petit nombre, mais on se fait entendre. Voilà, et vous faites entendre, et vous avez bien l'intention de vous faire entendre. Et Jean-Pierre Juguet, donc vous êtes maire de Châtelain. Tout à fait. Vous avez quitté les Républicains, vous nous direz pourquoi. Vous êtes battu quand même avec l'ancien maire Gaël Nicolas. Elle vous a fait des misères. Elle m'a fait des misères, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Je ne reviendrai pas sur ce qui s'est passé. Voilà, je me suis battu. La preuve, les électeurs m'ont fait confiance et on a gagné assez facilement. Oui, voilà. Vous avez fait un bon score. Combien déjà ? Voilà, je vous dirais une bêtise. Allez, on a passé 22 sièges, on a 22 élus. 58, il me semble. Alors, j'étais à l'étranger, mais j'ai quand même vu qu'il y a eu des affrontements assez sévères à Paris à la suite du match et de la victoire du PSG. Je voulais savoir ce que vous en avez pensé. C'est vrai que vu de l'étranger, ça fait désordre. C'est interprété de façon différente. Pour certains, la cause en est l'immigration. Pour d'autres, c'est laxisme de la justice ou le manque de réactivité de la police. On va commencer peut-être par vous. Comment est-ce que vous interprétez ces événements qui ne sont pas des événements brestois, mais qui pourraient arriver à Brest? Il s'est passé quelque chose à Brest aussi, voilà. De grave sur le port. Quelqu'un a été blessé. Bon, moi, je tiens à dire quand même que j'ai été assez horrifiée par le déferlement d'amalgames racistes qui ont suivi cette finale de Ligue des Champions, puisque justement certains ont assimilé le fait qu'il y ait des jeunes issus de l'immigration avec le fait qu'il y ait eu des soucis. Après, vraiment, je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut permettre que la fête se déroule dans de bonnes conditions. Il faut l'organiser, il faut l'encadrer. Par exemple, à Paris, il n'y a aucune fan zone qui a été mise en place, contrairement à la demande du maire d'ailleurs. Et il y a eu des problèmes. À la Courneuve, où mon camarade Ali Douara est maire, il y avait une fan zone et il n'y a eu aucun problème. En fait, pour que la fête se passe dans de bonnes conditions, il faut organiser un peu les choses. Nous, ce qu'on reproche globalement à la préfecture de police, c'est de ne pas avoir du tout anticipé les choses et d'être allé à l'affrontement. Laurent Nunez a dit que la gestion de l'ordre était, non pas un modèle, mais en tout cas qu'elle était bien assurée en France. C'est votre point de vue ? Le souci, c'est que dans ce cas précis, on a affaire à des casseurs, faut être clair. Ils ne sont pas contents quand ils perdent. Mais qui sont-ils ? Après, moi, la police les identifie. Ils savent. Moi, je ne vais pas faire d'amalgame sur l'identité d'origine des jeunes ou des moins jeunes. Dominique de Villepin a dit qu'ils sont français, de toute façon. Voilà, exactement. Mais pour autant, ils sont catégorisés comme des casseurs. Et ça n'est pas acceptable. Les commerçants qui ont eu leurs vitrines défoncées, les abris de bus qui ont été cassés, c'est inadmissible. Il y a eu des agressions, il y a eu aussi des coups de couteau, il y a eu quelques immeubles dans lesquels il y a eu des intrusions. Jordan Bardella a dit que c'était la guerre civile, en gros, qui s'annonçait. Vous êtes d'accord ? C'était la guerre civile, mais en attendant, de façon récurrente, à chaque fois qu'il y a des grandes manifestations d'organisées, on a ce genre de résultats. Oui, on le constate. On le constate. Ça peut pas durer. Voilà. Alors, la police fait de son mieux. Moi, j'ai pas à juger l'action de la police, mais pour autant, on a quand même des réactions très, très violentes. Et ces réactions-là, elles se déclinent dans plusieurs grandes villes du pays. Et ça, c'est intolérable. Jean-Pierre Juguet, Châtelain, c'est plus calme. Enfin, il peut y avoir des problèmes. Il y a aussi, depuis la victoire d'un certain nombre d'élus de droite dans le département, et notamment à Brest, on y reviendra, une volonté d'avoir une action plus forte pour juguler l'insécurité. Vous êtes partie prenante de ce combat ? Oui, alors l'insécurité, moi, je ne vais pas avoir la même problématique qu'une ville comme Brest ou même qu'une ville comme Douarnenez. Je voulais juste réagir un petit peu sur les fan zones, si je peux. Je pense qu'on aurait multiplié les problèmes. C'était peut-être une solution. Et ce qui m'interpelle, c'est qu'on ferait le même match à Lens, il n'y a pas de souci.
quand il y a une compétition de rugby, il n'y a pas de problème. Donc là, je ne sais pas d'où vient le problème. Est-ce que c'est spécial foot? Je pense qu'il y a quelque chose au niveau du foot. Mais concernant la sécurité, oui, il faut prendre le problème à bras-le-corps, c'est sûr. Alors, vous avez apprécié la réaction de Dominique de Villepin ? En fait, je pense qu'il y a eu quelque chose d'un peu monté en épingle aussi autour de ces événements. Moi, la dernière fois que j'ai regardé, je ne sais pas tout à fait où est l'enquête, mais il y a eu une trentaine de commerces de pillés, de vandalisés. Alors, tout notre soutien aux commerçants, mais en fait, une trentaine de commerces par rapport au nombre de personnes qui étaient sorties ce soir-là, il faut remettre les choses en perspective. Ça n'a pas été une soirée d'émeute ou de guerre civile comme ont pu le faire croire certains. L'État perd le contrôle, comme après la mort du jeune Naël. Je pense qu'on ne peut pas du tout comparer les deux choses. Mais il y a un problème dans la doctrine du maintien de l'ordre. De toute évidence, ce qu'on fait aujourd'hui ne fonctionne pas. Au contraire, ça attise les tensions. Il n'y a pas du tout d'organisation en amont des choses. Je pense qu'il faut beaucoup plus anticiper. Il faut encadrer la fête, mais permettre qu'elle puisse se dérouler. Parce que la bloquer des rues, gazer des familles qui étaient là parmi les gens, en fait, ça ne peut pas être acceptable. Au Stade de France, lors d'un match avec une équipe anglaise dont je ne me rappelle plus très bien, il y avait eu aussi de gros soucis où des supporters s'étaient retrouvés en fait traités comme des hooligans. C'est l'époque où Darmanin avait incriminé les supporters anglais. Oui. Est-ce qu'il y a un problème de laxisme de la justice, à votre avis ? Je crois qu'il y a un problème de réactivité de la justice. Là, on le voit les jours derniers par rapport à l'affaire de la petite Liana. Il y a des questions qui se posent sur la réactivité. Il y a des délais, il y a des réactions où on peut effectivement être... On va revenir sur l'affaire de cette petite fille. Juste une chose quand même, il y a eu un quatrième mort à Nantes dans les règlements de compte. Alors c'est pas du tout la même chose, mais des règlements de compte de narcotrafiquants. Trafic de stupéfiants. Trafic de stupéfiants. Donc on voit monter ça aussi à Brest. Oui, tout à fait. Et le fait qu'on soit un port, en plus, augmente un peu le risque, puisque Brest est une porte d'entrée pour le trafic de stupéfiants. C'est pour ça que nous, on pense, et on l'a dit plusieurs fois, qu'il faut davantage de moyens pour les douanes, davantage de moyens pour la police nationale, et on revient sur ce qu'on disait juste avant, davantage de moyens pour la justice. Les problèmes de délai, de procédure, c'est surtout des problèmes de moyens humains et matériels. Des fois, ils n'ont juste pas assez de salles disponibles pour examiner les affaires. Donc je pense qu'on ne peut pas d'un côté voter des choses au niveau national. Il y a peut-être un problème de place de prison aussi, non ? Non, je ne pense pas du tout que le tout carcéral soit une... On ne parle pas du tout carcéral, mais il y a 60 000 places de prison pour près de 100 000 détenus. Donc à minima, il manque 20 000 places de prison. Ou alors il y a trop de gens en prison. Ça dépend comment on raisonne. Oui, mais d'une manière générale, on peut penser aussi que pour ceux qui sont sanctionnés et pris en flagrant délit, de courtes peines, mais qui seraient applicables tout de suite, pourraient avoir un effet dissuasif. Les courtes peines, alors déjà, quand quelqu'un est déterminé à passer à l'acte, il n'y a rien qui est dissuasif. C'est le procureur de la République qui l'a dit à son audience solennelle de rentrée. Il n'y a rien. Pas les caméras, pas les peines de prison, rien. Vous laissez faire, quand quelqu'un... Non, pas du tout. Mais il faut apporter une réponse proportionnée. Et il faut surtout être sur le terrain en prévention. Mais le problème, c'est que les courtes peines, psychologiquement, ce sont les plus destructrices. C'est-à-dire que quelqu'un qui va passer entre 3 et 6 mois en prison... Ah bah non, pas du tout. C'est quelqu'un qui va développer encore davantage de troubles psy, quelqu'un qui va se retrouver désocialisé, privé de travail, privé de logement. Et dans les 3 mois, 6 mois qu'il va passer en prison, il n'y a pas de suivi qui a le temps de se mettre en place. Donc en fait, il va être complètement isolé. Et quand la personne va sortir, ça va être encore pire. C'est sûr, les courtes peines... Vous n'êtes que dans la prévention, alors vous ne voulez pas être dans la sanction. Vous ne voulez pas sanctionner. Bien sûr que si, mais il n'y a pas que la peine de prison qui est une sanction. Il y a les peines probatoires, il y a les peines d'accompagnement par les services qui sont très compétents pour le faire. Mais encore une fois, il manque de moyens. À Châteaulin, c'est la police municipale et la police nationale. Il y a un mix. Un policier municipal et il y a la gendarmerie. Ouais. Mais concernant donc la prévention, oui, il faut de la prévention. Mais moi, je pense qu'il y a toute la filière à combattre, du producteur au consommateur. Même si je ne vais pas me faire que des collègues dans les consommateurs, mais si on n'attaque pas les pays producteurs, les trafiquants en France et toute la filière, on n'y arrivera pas. Il manque de moyens, c'est sûr. C'est un sujet là encore plus complexe. Tout à fait. Pour revenir à vous, par exemple, Brest, il y a eu un plan qui a été approuvé, et puisque le maire qui le portait a été élu, Monsieur Roudotte. Stéphane Roudotte, pourquoi je l'appelle Christophe. Bon. Et
Est-ce que vous êtes aujourd'hui en accord avec ce qui est en train de se mettre en place, ou est-ce que vous êtes totalement hostile? Non, nous, comme on l'a dit pendant la campagne, on n'a pas changé miraculeusement de position. On ne pense pas que la création d'une police municipale soit la solution pour Brest. Par contre, et comme on l'a dit, on veut davantage d'effectifs de police nationale. Nous, on veut revenir à un système de commissariat de quartier porté par la police nationale, comme ça existait avant que Nicolas Sarkozy les supprime. Je pense qu'à Brest, le volet sur lequel on peut travailler, c'est notamment la prévention sur la consommation d'alcool. L'alcool se retrouve dans quasi tous les cas de violence à Brest. Donc en fait, il faut regarder le problème en face. Et celui-là, il se traite avec plus de moyens pour la santé, avec des maisons de consommation, avec plus de moyens pour les associations comme les Alcooliques Anonymes qui œuvrent sur ce terrain-là. Et par ailleurs, je signale aussi que les actes violents qui se sont multipliés sur la dernière année notamment, c'est ceux qui émanent de groupuscules d'extrême droite, ceux qui se sont acharnés sur un café Place Guérin, ceux qui ont fait un salut nazi devant notre local pendant la campagne. Enfin, je veux dire... il y a cette violence-là aussi, cette insécurité-là aussi, dont on parle beaucoup moins souvent que celle des jeunes des quartiers populaires qui viendraient comme ça toujours sur le tapis. Vous avez des choses à ajouter là-dessus ? Après, c'est la situation de Brest. Moi, je n'ai pas apporté de jugement sur ce qui est décidé ou pas. Je ne partage pas, évidemment, tous les propos qui viennent d'être énoncés. Moi, je regarde et je gère une ville de 14 500 habitants où la sécurité passe d'abord par les incivilités et le vivre ensemble. Et là, par contre, c'est vrai qu'on est obligé, nous, au niveau de la municipalité, d'intervenir au niveau des incivilités du style des tags qui polluent la vie de tous les jours, l'affichage qui n'est pas raisonné et qui pollue aussi le visuel des habitants. Et on met le paquet aussi sur les caméras, puisqu'on a mis quand même un certain nombre de caméras. Et pour l'instant, elles rendent service dans les enquêtes de gendarmerie. Et au département, vous avez décidé donc de doter la police, je ne sais pas si c'est municipal, de fusils. Ah non, abattre les drones qui, semble-t-il... C'est l'établissement pénitentiaire de Brest. Oui, voilà, c'est ça. Oui, mais enfin, vous êtes au département, oui. Et votre majorité, menée par Maëlle de Caland, donc a décidé un brouilleur. De brouiller. Voilà. C'est pas pas acheter des fusils. Non, avec c'est pas exactement un fusil. Non. C'est un brouilleur pour les drones. Voilà. Parce que visiblement, la nuit, la vie a l'air d'être assez active dans cet établissement. Il paraît que c'est permanent. Et ce sont des livraisons quand même en continu. Donc, il y avait la possibilité d'équiper en filet de pêche aussi, pour empêcher le largage des colis en direct. Et surtout, donc, le département va financer à hauteur de 80 000 €, oui, effectivement, 2 brouilleurs pour les drones. Vous êtes favorable à ça ? Écoutez, en tout cas, on sait que les trafiquants de drogue, ils visent les plus vulnérables. Donc là, typiquement, une clientèle captive comme à la maison d'arrêt, l'hôpital psychiatrique de Beauhardt a aussi un sujet autour de ça, parce qu'ils accueillent des personnes qui souffrent d'addiction, qui viennent se faire soigner. Et donc, les trafiquants se disent « Ah bah super, on va aller vendre directement là-bas », ce qui est absolument odieux parce que c'est s'en prendre vraiment à des personnes vulnérables. Donc je pense qu'en effet, là-dessus, il faut travailler en coordination avec les services de gendarmerie, de police, pour protéger les gens et empêcher les trafiquants de drogue d'arriver jusqu'à eux. On a un peu l'impression, finalement, je ne dirais pas que la France insoumise pense comme vous, mais que cette campagne présidentielle, qui pour l'instant se cherche un peu et dont les thèmes n'ont pas été vraiment définis... Chez nous, c'est clair. Pourrait, alors on va y venir, mais pourrait quand même se positionner sur les questions d'insécurité, Jean-Pierre Juguet. C'est peut-être plus facile que sur les questions économiques. Oui, malheureusement. L'insécurité va être le sujet de la campagne des présidentielles. Donc on va complètement mettre de côté certains sujets, notamment tout ce qui est économique, l'environnement, qui mériterait quand même de prendre plus de place. Mais bon, l'actualité, on la voit tous les jours. Je ne peux pas être d'accord tout le temps avec madame, mais on partage certaines choses quand même. Mais ça va être le sujet. Ça, c'est clair. Sur le RSA, il y a une grosse polémique dans le département sur l'action du président de Caland. Il sera d'ailleurs au tribunal lundi prochain, sur 2 motifs d'ailleurs qui vous concernent, puisqu'il y a une plainte
de Pierre-Yves Cadalin, le député. Ça a été reporté. Ça a été reporté ? Ouais, je ne sais pas à quel point c'est officiel. Parce que ça devait être lundi. Bon, ouais, alors vraisemblablement, il y aura que... restons sur l'affaire du RSA. Vous, alors, qui veut répondre d'abord sur ça ? Puisque ça va être traité. Pour continuer, donc sur le RSA, je vais quand même partager beaucoup de choses avec Maël Decalan. Il y a beaucoup d'abus. Beaucoup d'abus. Après, il faut faire attention. Des gens qui ne sont même pas dans le département. Qui ne sont pas dans le département. Mais il faut faire attention. Tout le monde n'abuse pas non plus. Il est là, il faut trouver le juste milieu. C'est ça qui est important, parce qu'il faut des contrôles. Et jusqu'à présent, il n'y en avait pas. Donc, il faut voir si la personne... Non, il n'y en avait pas suffisamment. Je suis assez bien placée pour vous le dire. Mais il y en avait. Et il y avait une forme de non-contrôle, justement. Et on a constaté des abus. Ils vont être régularisés. Mais il faut aussi savoir que le RSA n'est pas une fin en soi et que donc le but de la manœuvre, c'est de retrouver le chemin du travail. Mais les gens donc, au RSA le savent que c'est pas une fin en soi. Parce que vivre avec 531 € par mois, c'est pas une fin en soi. Mais il y en a certains qui ont une petite activité parallèle et qui vient en complément de... c'est un revenu de solidarité active. Donc pour les gens qui travaillent mais qui ne se rémunèrent pas assez, comme certains agriculteurs, comme certains entrepreneurs, le RSA est là pour ça. Je veux dire, on cotise tous quand on travaille pour bénéficier ensuite de cette solidarité. Moi, je pense qu'il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, les contrôles au niveau du RSA, ça peut venir de la CAF, qui verse l'argent, du département, et maintenant de France Travail. Donc de 3 organismes différents qui, des fois, ne se coordonnent pas. Donc certaines personnes ont pu avoir 3 contrôles de ces 3 organismes en l'espace de quelques mois. Pour des gens qui sont fragilisés psychologiquement, pour lesquels les démarches administratives ou avec l'informatique, c'est pas forcément évident, c'est une souffrance psychologique. Oui, mais c'est pas forcément les bonnes là-dessus personnes que porte la plainte. Si on ne compare pas les abus, ce qui risque d'arriver, c'est que des personnes qui méritent vraiment d'avoir ce RSA ne l'aient plus. Mais d'ailleurs, il y a déjà 30% de non-recours au niveau du RSA. Il y a plein de gens qui auraient droit, qui ne savent pas qu'ils y ont droit et du coup qui ne le demandent pas. Donc ça, c'est quand même un gros sujet. On va en parler la semaine prochaine. Alors, je voudrais quand même qu'on parle aussi des roches blanches, parce que ça, c'est le sujet la semaine prochaine. C'est-à-dire que le conseil départemental prend possession donc des roches blanches qu'il a acquis. C'est ça ? Alors pour l'instant, il ne l'a pas encore acquis. Il est en voie d'acquisition. Il y a un rendu du tribunal là, qui arrive très prochainement. Rappelons ce que c'est quand même. Alors c'est un squat. Voilà, c'est un squat d'une ancienne colonie qui a été liquidée dans la fin des années 2000, autour de 2009. Et donc, la nature ayant horreur du vide, il y a des personnes qui s'y sont installées et qui font comme si elles étaient chez elles, alors qu'elles n'ont ni titre ni droit. Donc l'idée, c'est d'empêcher que ça devienne une ZAD, si j'ai bien compris. Mais il n'y a jamais eu de projet de ZAD. Les gens sont installés là parce que c'était vide, que ça ne servait à rien et qu'ils avaient besoin d'un endroit où vivre. J'imagine que vous y êtes rendu un certain nombre de fois. Ils ont monté un lieu de vie qui est bien clôturé, qui est agréable, qui est joli. Il y a des activités culturelles autour de l'agroécologie. Enfin, moi, je trouve ça dommage que le département n'ait pas pu trouver un terrain d'entente avec les habitants. Je pense qu'il y avait une autre voie. J'aurais souhaité que ce soit... qu'il en soit autrement. Vous en faites une description un petit peu édulcorée. Idyllique. Oui, et idyllique. Ça n'a rien à voir avec la réalité des choses. Est-ce qu'il s'est passé des problèmes ? Il y a eu des Il y a des personnes qui y vivent, mais ils n'ont aucun droit d'habiter dans cet endroit qui n'est pas à eux. Ils n'ont pas fait de proposition d'achat. Il faut dire que le liquidateur a mis un certain temps à réagir. Ça, je suis d'accord avec vous. C'était assez cher en plus, non ? La mise à prix a été à 300 000 €. Ouais. Donc, visiblement, ils avaient trouvé les moyens. Donc, non, il ne faut pas mettre ça sous tout rose. Non. Enfin, bon, alors je voudrais qu'on parle aussi un peu, avant de finir, de ce drame terrible, de cette petite fille, Liana, c'est ça, dont le corps aurait été retrouvé, qui repose aussi le problème de la surveillance dans le périscolaire. Ça, c'est un thème qui, depuis maintenant plusieurs semaines, revient sur le devant de l'actualité. Je ne sais pas qui veut réagir. C'est-à-dire qu'au niveau des collectivités, nous avons des structures qui accueillent des jeunes enfants, que ce soit dans les écoles ou dans l'accueil périscolaire ou dans les centres d'accueil pour les petites et grandes vacances. Et les animateurs, effectivement, peuvent être source de problèmes. Et nous n'avons pas connaissance de leur passé, de savoir s'ils ont eu maille à faire avec la justice. Et on voit l'affaire qui a éclaté au niveau de la ville de Paris. On n'est pas à l'abri dans nos collectivités. On a beaucoup embauché à une époque. Ben oui.
Jocelyne, on demande quand même un extrait de casier judiciaire pour encadrer ces Pour les personnes jeunes. qui travaillent au contact des enfants, Oui, il c'est me semble. obligatoire, ouais. Donc à chaque fois qu'il y a des drames comme ça, je pense que c'est des dysfonctionnements. Ouais. La petite, voilà, on vient de s'apercevoir que son présumé meurtrier, voilà, il n'était pas à son premier coup. Il y a un dysfonctionnement, il y a sûrement un manque de moyens de la justice, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Là, le président de la République s'est exprimé tout à l'heure. Il reconnaît le manque de moyens, il reconnaît le dysfonctionnement. Et à chaque fois, il y a un drame. C'est bien le moins. Peut-être vous pourriez, avant qu'on se sépare, me dire un peu vos projets pour Châtelain, puisque le mandat démarre. Quels sont vos objectifs? Alors, d'abord, resserrer. Alors, faire attention aux dépenses, aux finances. Là, je travaille avec une équipe nouvelle qui découvre. J'ai la chance d'être élu depuis 18 ans, donc je ne débarque pas. On a une bonne ambiance de travail. On va avoir des investissements à faire sur les écoles. Mais on va être obligé de vérifier aussi la démographie, qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que ça va donner. Et puis, moi, je note surtout une bonne ambiance au niveau de la communauté de communes, avec la présidente, Madame Caro. Et je pense qu'on va faire du bon boulot. On a le projet d'abattoir qui est bien lancé. Et on suit ça et on travaille beaucoup. Cécile Beaudoin, vous avez l'intention de mener une opposition constructive ou de bordéliser le système comme on vous le reproche parfois à l'Assemblée? C'est d'ailleurs grâce à nous, je pense que ce mot est rentré dans le dictionnaire. Absolument. Non, évidemment, on est force de proposition. Nous, on a aussi notre calendrier. Il y a les élections sénatoriales au mois de septembre. Évidemment, l'élection présidentielle pour laquelle nous, on est déjà en ordre de marche. Ça a commencé, ça bat son plein. Déjà plus de 300 000 soutiens pour la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est votre élection reine. Ouais, non, c'est pas l'élection reine, mais là, de toute évidence, elle est dans moins d'un an et il faut s'y intéresser. Donc, j'encourage tout le monde à commencer à regarder les programmes et puis on à vous voir un reproche petit de peu beaucoup ce que chacun parler au propose. conseil municipal un peu trop par rapport à votre poids. On respecte toujours le règlement intérieur. Nous, on est des gens très, vous savez, les procédures, l'étiquette. Donc, on ne fait rien qui est contraire au règlement intérieur du conseil municipal. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Ça fait partie de la liberté de parole des élus. Bon. Vous êtes, Jocelyne, je ne voudrais pas dire une vieille routière, mais enfin, vous avez quand même une certaine expérience. J'ai ma carrière dans le dos, si vous voulez. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ah ben c'est ça. Et vous avez en tout cas de l'expérience. Et quels sont les objectifs pour vous là dans les prochaines semaines? Alors en fait, comment dirais-je, l'État n'a plus beaucoup d'argent et du coup, ça s'en ressent aussi au niveau des collectivités locales de base, comme les villes. Et les dotations de l'État sont en révision à la baisse, ce qui nous impacte financièrement de façon importante. Et du coup, nous sommes effectivement obligés de revoir nos pratiques, le fonctionnement, serrer les boulons, parce que on a des baisses donc de recettes. C'est vrai. Donc, pour autant, on est quand même obligé d'avoir un projet de développement et d'investissement. Nous l'avons présenté lors de la campagne municipale. Nous allons tâcher de le tenir en fonction de nos capacités financières. Pour revenir sur la présidentielle, après on terminera avec vous. Vous pensez que le deuxième tour va se jouer entre les extrêmes? Les extrêmes. Attention à cette tendance de renvoyer dos à dos la gauche de rupture en tout cas, les extrêmes ont surgi représente en et termes de le poids politique. Rassemblement national. Non mais vous savez que c'est jamais la même chose. Vous savez quand même historiquement ce qu'est le Rassemblement national et historiquement ce qu'est la France insoumise, le courant de pensée humaniste qu'on représente. Donc jamais il faut renvoyer les deux dos à dos. Oui, enfin, je ne sais pas ce que qui disent les sera socialistes, au second tour. Mais si vous écoutez les socialistes, grand bien vous fasse. Mais je ne sais pas qui sera au second tour. Mais j'espère, et je vais d'ailleurs travailler en ce sens, que Jean-Luc Mélenchon y sera, parce que on a besoin d'une nouvelle direction politique dans ce pays. On le disait juste ici. Il faut arrêter avec le pillage dans les caisses de l'État, il faut créer de nouvelles recettes, il faut aller chercher l'argent là où il est, le remettre dans les services publics et redonner un petit peu la joie de vivre. Nous vous réinviterons. Monsieur Juguet, un mot pour conclure. Vous aussi, vous voulez trouver de nouvelles recettes? Je veux bien être invité à une émission politique avec madame, ça serait très intéressant. Moi, je souhaite juste un match. J'ai pas envie de vivre un match comme on l'annonce avec les extrêmes, entre guillemets. J'aimerais bien un match entre deux républicains. Voilà, des gens comme David Lisnard. Moi aussi, j'aimerais que Bardella soit pas. J'aimerais bien qu'on retrouve quelque chose de normal, entre guillemets. Bon, très bien. On vous réinvitera tous et toutes pour en parler. Merci. Merci. Un bon week-end. Portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine avec, pour inviter l'ancien ministre Philippe Douste-Blazy et l'ancien ambassadeur Bruno Delay. À bientôt.